Bonsoir à toutes et à tous. Je suppose que vous étiez tous là pendant la projection du dernier film, peut-être même du premier. Je vais commencer par vous présenter ce que vous êtes venus écouter. Mais au préalable, je voulais vous dire deux petites choses. La première, c'est que nous allons, pendant 20 minutes, ils sont 4, 20, 25 minutes maxi, vous entretenir, ils vont vous entretenir de leur travail, de leurs travaux. Et puis ensuite, nous aurons un échange, comme beaucoup connaissent maintenant, avec ce festival Niofar. Et nous espérons que cet échange sera pour vous le plus riche possible. La position qui est la mienne est un petit peu particulière. Je dois dire que quand j'ai reçu le programme de Pierre et Franck, j'ai d'abord été enchanté. Ensuite, m'est tombé dessus le film exceptionnel de Jean-Marie. Et connaissant le programme de Niofar cette année, je me suis dépêché de suggérer à Pierre et à Franck de programmer le dernier film que vous avez vu. Parce que pour moi, il y a une filiation directe entre ces deux œuvres. L'une se prolonge par l'autre, l'une éclaire l'autre, et en l'occurrence la dernière que vous avez vue nous projette vers l'avenir tout en nous demandant d'où venons-nous, comme l'a si bien formulé Ernestine. Étant moi-même camerounais, j'aurai moins de distance que d'habitude, donc je vous prie déjà de m'en excuser. Et je remercie Franck et Pierre de me donner l'opportunité d'interroger ces grands artistes qui travaillent sur une histoire qui est lourde et pas toujours très drôle. Mais je vais commencer par vous présenter Catherine Kokry-Vitrovic, historienne émérite, dont l'une des dernières œuvres est particulièrement éclairante pour tous ceux qui s'intéressent en particulier à l'histoire coloniale. Un essai paru aux éditions Agone, qui n'est pas celui dont parlait Pierre tout à l'heure, que je vous recommande également, mais je recommande tout particulièrement le précédent, Enjeux politiques de l'histoire coloniale, qui est très éclairant et je vous le conseille vivement. Ensuite, Jean-Marie Thénault, réalisateur camerounais de grand talent. Thomas Deltombe. Manuel Domer, pardon. C'est le... Bon, j'étais sûr. Il est bien aussi. Hein. Il est très très bien, Manuel. Pardon. Thomas Deltombe, donc. Ah, Manuel Domer, pardon. Je vais y arriver. Blocage, Je vous ai dit que c'est compliqué pour moi ce soir. Donc, excuse-moi Manuel. Journaliste et auteur de ce... Alors, pour l'avoir lu, pour continuer d'essayer de le digérer, c'est un livre indispensable pour l'histoire du Cameroun en particulier, l'histoire coloniale d'une manière générale. Mais je vous rassure, il est impressionnant comme ça, mais il se lit par petits bouts, il se déguste. Laissez-vous emporter par le flot de leurs paroles, éclairées et érudites, mais pas du tout pontifiantes. Il se lit très très facilement. Et puis Franck Garbelli, le réalisateur du premier film que vous avez vu. Mais je vais commencer par demander à Jean-Marie qui, à chaque fois que je le vois, me rappelle les larmes qui sont les miennes
à cause de ton excellent film. Je suis désolé. Non, mais sois pas désolé. Est-ce que tu peux nous dire comment est né ce film et quelles sont les nouvelles de la famille Ah là là. d'Ernestine? On ne peut pas ne pas commencer par là. Euh, bon, comme je l'ai dit, pour ceux qui étaient là au début du film, en fait, le film est vraiment né du hasard. Depuis, en fait, l'an 2000, Ernestine essayait de rencontrer souvent des gens qui pouvaient lui parler de son père, parce qu'elle ne parlait pas du tout de l'histoire de son père. Et elle était au Cameroun depuis 1987 et elle n'avait pas de nouvelles. Et il y a d'ailleurs un journaliste connu au Cameroun, Célestin Lingo, qui, quand il avait 20 ans, s'est retrouvé à la BMM, c'est la prison politique, et il était dans la cellule juste à côté de celle où était incarcéré Wangé avant son exécution. Et il avait rencontré très brièvement, ils avaient eu et donc toutes les fois que Ernestine le voyait puisqu'il était un ami de la famille, il lui avait raconté plus de 1000 fois ce petit moment qu'elle voulait entendre et réentendre parce que c'était vraiment un élément dont elle avait besoin. Et quand elle a su que je faisais du cinéma, elle aussi, elle a voulu me rencontrer. Et du coup, moi aussi, j'étais très intéressé de la rencontrer. Et on s'est rencontrés et je ne connaissais pas l'histoire de son enfance. Et quand elle a commencé à me parler de cette histoire, je me suis dit, non, il faut l'enregistrer, c'est quand même pas possible. Et j'ai trouvé une caméra, j'avais pas de lumière, j'avais rien, j'avais même pas de pied, donc c'était une grosse caméra à l'époque. Et on s'est assis sur les marches de la maison familiale et on a parlé pendant 4 heures. À l'époque, c'était des grandes cassettes, heureusement, donc j'ai eu 3 heures d'enregistrement. Et voilà, c'est comme ça que j'ai eu ce témoignage dont, franchement, je ne savais pas quoi en faire puisque c'était une interview. Je ne peux même pas dire que c'était une interview parce que c'est comme si elle attendait l'occasion de se livrer et elle parlait et je posais juste la moindre question, elle parlait et c'était... Elle m'a dit des choses et d'ailleurs vous pouvez le sentir par moments dans laquelle j'étais tellement gêné par moments que la caméra bougeait, je ne me sentais... C'était... Je n'avais pas sollicité tout ça, quoi. J'attendais et j'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je fais de ce matériau, quoi. Et beaucoup de choses que je ne comprenais pas, son allusion à la feuille, je ne comprenais pas. Et ce n'est que quand elle a mis fin à ses jours, ça m'a pris beaucoup de temps pour réaliser cette femme si forte, si déterminée, si intelligente. Et du coup, j'ai revu l'interview plusieurs fois, j'ai regardé et j'ai compris qu'il fallait absolument que je fasse ce film. Et j'ai fait le film, j'ai prévenu la famille, le mari savait, c'était son souhait. Mais après, quand le film était prêt, les histoires ont commencé. Bon, on ne va pas rentrer dans les détails très complexes de l'héritage d'Ernestine. Un petit mot quand même sur les derniers mots Oui. d'Ernestine. Au moment où tu enregistres Oui. cet entretien, oui, avec les difficultés que tu viens de nous décrire, comment résonnent en toi ces paroles liées à la nécessité de connaître l'histoire? Surtout, il y a cette phrase que moi j'ai souvent en exergue dans quelques-uns de mes documents. Quand l'histoire sera écrite, les âmes errantes trouveront enfin la paix. Mais le film n'est pas... Elle ne m'a pas raconté son histoire dans la continuité parce que c'est vrai que quand mon rôle a été de faire cette continuité, c'était par anecdote comme ça qu'elle me racontait. Et donc les derniers mots, en fait, on finissait l'interview sur quoi? On parlait des films qui avaient marqué son enfance. Et il se trouve qu'elle aimait aussi beaucoup les films hindous. Et du coup, on était en train de rire de ça parce que moi aussi, j'aimais les films hindous. Et donc, on parlait plutôt de ces choses-là. Et elle me racontait... C'est ça, en fait, de ça qu'on parlait à la fin avant que la nuit tombe vraiment et que je sois obligé de partir. Mais en fait, c'était pas comme si
je savais qu'on était appelé à se revoir parce que je me disais qu'il fallait que je garde un contact. Donc, on ne s'est pas dit adieu, en quelque sorte. On parlait de choses qui nous rattachaient dans l'enfance et c'était de ça qu'on parlait, en fait. Alors, juste pour ceux qui ne savent pas, au Cameroun, dans les années 70, les films hindous et chinois étaient ceux qui étaient les plus projetés dans les cinémas. Voilà, les cinémas existaient encore à l'époque. Aujourd'hui, il n'y en a plus, ou quasiment plus. Franck, je me tourne vers vous parce que le film de Jean-Marie, sur lequel nous reviendrons évidemment, prolonge le vôtre, mais le vôtre pose une partie du contexte dans lequel va évoluer celui qui est donc le père d'Ernestine, qui est a priori le responsable de ce qu'elle a dû subir, en tout cas en partie. Et la première question concerne aussi la fin de votre film. Dans votre film, à la fin, je ne sais pas si tout le monde l'a vu ici, Marthe, la femme de Roland Félix Moumié, s'adresse à la jeunesse camerounaise, et s'adresse à moi, et s'adresse à nous, et à la jeunesse africaine mondiale d'une manière générale, en demandant que la vérité soit exhumée. Comment avez-vous filmé cette scène et comment l'avez-vous accueillie? Bonsoir. Bon, pour nous, c'était une surprise. On était partis pour se rendre sur la tombe de M. Moumié. Et parce que moi, je crois beaucoup, en filmant, je crois beaucoup de se rendre sur le lieu où les choses se passent. Parce qu'il y a toujours quelque chose qui dégage, les lieux dégagent quelque chose et font quelque chose avec les gens qui sont sur place. Si vous faites une interview quelque part et vous parlez de quelque chose, vous vous rendez sur les lieux où les choses sont passées, vous allez voir que les gens réagissent différemment. Mais on est parti là-bas pour aller sur la tombe. On a trouvé un médecin qui a étudié en même temps que M. Moumié. Il nous a indiqué où se trouve la tombe et on est allé là-bas et on a découvert ce qu'on a découvert en même temps avec la caméra. Et c'était presque l'effondrement. C'était l'effondrement. Et là, vous avez vu, c'était terrible à supporter. Et après, on était un peu là. On ne savait pas que faire. C'était tellement fort. On est avec la caméra un peu dans une position voyeuriste, mais en même temps, c'est un moment important. On l'accompagnait. On demandait à la personne qui s'occupait de la cimetière, et puis il est venu, et puis on a découvert en même temps que la caméra. C'est vraiment filmé comme ça. Le montage, c'est que juste nettoyer un petit peu, mais c'est rien d'autre. C'est vraiment le documentaire. La caméra est témoin de quelque chose. Et après, on laisse. Elle demande ça, mais c'est pas seulement à cet endroit-là, mais c'était un sentiment qu'on a rencontré partout, beaucoup plus qu'ici en Europe, au Cameroun. Les gens avaient un besoin énorme de connaître leur histoire parce qu'il manque apparemment les connaissances de choses. Et juste une remarque par rapport à votre film. C'est pas aussi dramatique que ça, mais quand même une faible ressemblance, la fille de Moumié, qu'on a amenée en Chine, la mère l'a amenée en Chine, l'a laissée en Chine pendant des années, et elle avait une enfance horrible. Elle n'a pas eu de père non plus. Elle vit très malheureux, ou elle a vécu très malheureux très très longtemps. Elle s'est mariée finalement en Espagne, etc. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais c'est un sort semblable. Alors, je vais poursuivre un petit peu avec vous parce que le film sur Moumié apporte quelques éclairages sur un contexte, sur une situation coloniale, et on le sent, il n'est pas simple de faire un documentaire sur
un assassinat comme celui-là et ce qui l'entourait à l'époque. D'où est née la volonté de faire ce film et comment êtes-vous parvenu à avoir les témoignages de Maurice Robert, de Delaunay, tous deux aujourd'hui décédés, et est-ce que Pierre Messmer, dans son expression, on va rester tranquille, voilà, comment est-ce que vous avez pu recueillir, n'est-ce pas, ces témoignages de gens qui habituellement ne parlent pas? Je pense surtout à Maurice Robert. Mais peut-être même pris pour un petit suicidio, c'est tout à fait possible. Ça serait dans le genre de l'espèce, hein, si on parle de Messmer et ces gens-là. Mais non, c'est un très long travail. C'est-à-dire, en principe, je voulais faire un film ou une enquête, d'abord une enquête journalistique et historique sur le procureur fédéral suisse qui s'est suicidé parce que les services français l'ont poussé dans la mort. Hein. Je ne vais pas étaler l'histoire. C'était pendant la guerre d'Algérie, à cause de la guerre d'Algérie, etc. Et cette histoire est totalement inaccessible par tous les moyens, par Suisse et en France aussi. Mais dans le dossier manquant, j'ai trouvé un autre dossier. C'était une petite histoire par rapport à la toute grande, pour nous, hein, vu de Suisse. C'est le dossier Moumier. Et j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et j'ai parcouru ça, peut-être pour trouver autre chose. Et puis après, j'ai vu que c'était vraiment quelque chose de très important. Et là, j'ai pris contact avec tout le monde. Et j'avais... Le premier but, c'est de laisser parler les gens. Et pourquoi ces messieurs m'ont parlé, c'est certainement un Français aurait eu beaucoup plus de difficultés parce que ils auraient pensé à passer à la télévision française où c'est plus difficile. Mais j'ai remarqué que ces gens-là, ils vivaient encore dans le passé en quelque sorte. Et ils se sont oubliés. Et ils parlaient comme ça. Et je n'ai pas contesté, je les ai laissés parler. Et bon, ils n'ont pas dit que juste cette phrase-là, ils ont parlé beaucoup plus longtemps. Et après, on a recoupé avec les documents, parce qu'il y avait quand même toute une série de documents qu'on a trouvés. Voilà. Est-ce que ça va suffire? Oui, ça répond parfaitement à la question. On aimerait en savoir plus, mais vous nous direz tout à l'heure. Je veux malgré tout, pour ceux qui ne sont peut-être pas familiers des méandres de l'histoire coloniale, demander à Catherine, que je prie de m'excuser parce que la galanterie aurait voulu que je commence par elle, mais pardon. Voilà, je voulais rester sur les deux films, m'appuyer dessus pour essayer voilà, d'éclairer notre lanterne. Et je disais tout à l'heure que votre livre sur les enjeux de l'histoire coloniale m'avait très fortement marqué, très fortement impressionné. Je me suis nourri et je continue de me nourrir à cette source. Est-ce que vous pouvez nous dire, parce qu'on le voit dans le film, que la responsabilité de la France en particulier est souvent mise en cause, et quand ce n'est pas la responsabilité, les interrogations et les regards se dirigent vers elle. Pour ceux qui ne sont pas familiers de cette longue et douloureuse histoire coloniale, est-ce que vous pouvez nous en tracer, voilà, les grandes lignes très brièvement pour comprendre comment on en arrive au Cameroun à ce que, dans ce livre, on a appelé une guerre cachée. Voilà, une guerre un peu camouflée. C'est très compliqué. Enfin, je vous remercie beaucoup de m'inviter, d'autant que je ne suis pas spécialiste de l'histoire du Cameroun. Et donc, c'était tout à fait normal que je ne parle pas et que les cinéastes qui ont fait des films magnifiques parlent d'abord. Alors, il n'y a pas de préséance féminine dans ces cas-là. Oui, moi, je suis spécialiste d'histoire africaine
pendant la période coloniale, essentiellement, ce qui n'est pas du tout, enfin, ce qui n'est pas la même chose que l'histoire de la colonisation. Ce que j'ai toujours essayé de faire, surtout quand cette histoire n'avait pas encore été écrite, c'est-à-dire dans les années 60-70, c'est de comprendre ce qui s'était passé en Afrique pendant la colonisation et comment les Africains avaient vécu la colonisation. Alors, l'occultation des abus ou des méfaits coloniaux, ce n'est pas une chose nouvelle. Je viens de publier un petit bouquin sur une occultation, sur un secret d'État d'ailleurs. L'éditeur, c'est un petit éditeur qui s'appelle Le Passager clandestin, avait mis comme bande, et j'étais tout à fait d'accord, le premier secret d'État de la France-Afrique. Le premier secret d'État de la colonisation en Afrique, c'est 1905. En Afrique équatoriale, alors que la Fédération de l'Afrique équatoriale française est créée en 1904. Donc c'est vraiment au tout début. Et c'est le fait qu'il y a eu des abus épouvantables. On appelait ça le Congo français à l'époque. C'était l'Afrique équatoriale, en fait, Gabon, Congo et Ubangui-Chari, qui est devenue la Centrafrique. Il y a eu des scandales épouvantables dans le Congo, qui n'était pas encore le Congo belge, mais une propriété personnelle du roi des Belges, Léopold, sur la rive gauche, l'État indépendant du Congo. Les Français auraient bien voulu, dans les concurrences internationales, mettre la main sur la partie belge, précisément parce que Léopold risquait de devenir très impopulaire. Ils voulaient montrer que du côté du Congo français, c'était beaucoup mieux. Ils ont envoyé une grande mission avec Savorian de Brazza, célèbre et relativement pacifique d'ailleurs pour l'époque, pour faire une mission pendant 6 mois. Il est revenu avec des documents absolument épouvantables, si bien que le rapport qui en a été rédigé a paru impubliable. Et malgré l'engagement pris auprès de l'Assemblée nationale, le rapport a été totalement enterré. Et j'ai retrouvé un petit papier dans les archives disant 10 exemplaires imprimés par l'imprimerie nationale, le numéro 1 remis au ministre et les 9 autres dans le coffre-fort du ministère. J'ai retrouvé par hasard l'exemplaire subsistant quand je faisais mes recherches de thèse. Par hasard, il était rangé dans les archives, parce que rien n'est détruit dans les archives. On peut vraiment bien travailler dans les archives, y compris les archives. Il est rare qu'on ait détruit des archives, c'est arrivé. Mais il est rare qu'on ait détruit des archives, y compris compromettantes en France. Donc, tout est dans les archives, mais le rapport avait disparu et donc ça n'existait plus. Et ça, donc, il y en a eu tout le temps. Des soulèvements comme le Cameroun, il y en a eu dans toute l'histoire de la colonisation. En particulier, toujours en Afrique équatoriale, dans les années 1925, entre 1925 et 1933, ça a duré longtemps. Il y a eu une grande révolte qui a touché Gabon, Moyen-Congo, enfin tous les confins Centrafrique et Tchad, qui a été totalement occultée jusqu'à ce qu'un centrafricain, jeune historien centrafricain, c'était au début des années 80, avec moi, m'a demandé à faire. Moi, je ne savais pas non plus que ça avait existé, mais lui, il le savait parce que son père, et c'est ça qui est important, son père avait participé aux répressions. Donc, il était au courant. Il m'a dit, je voudrais faire ma thèse là-dessus. Sa thèse a été publiée à l'Harmattan, 1986, la guerre du Congo-Ouara, l'Afrique centrale insurgée, une énorme révolte totalement occultée. Vous en avez encore certainement des tas qui ne sont pas connus, si vous voulez. Et le dernier exemple, c'est vraiment, et c'est vraiment un résultat tout à fait extraordinaire quand on y pense par rapport à toutes les informations du XXe siècle, a été occulté. Occulté complètement par les Français et occulté complètement par les premiers gouvernants camerounais et la suite, si bien que encore aujourd'hui, c'est une histoire qu'on connaît très mal et que les jeunes Africains, d'une façon générale, c'est vrai au Cameroun, où le régime a été particulièrement étouffant. Enfin, il y a eu pas mal de régimes étouffants, mais le régime camerounais a été quand même particulièrement. Et oui, elle est toujours. Dans d'autres États aussi, mais il est plus ou moins. Il n'empêche que, d'une façon générale, l'histoire de la période coloniale est très très mal connue par les descendants
décolonisation. C'est une histoire qui est essentielle pour nous tous. Et par les descendants des colons aussi. Qui est essentielle pour les descendants des colons, bien entendu. C'est pour ça que je dis pour nous tous. Quand je dis pour nous tous, c'est-à-dire les descendants de la métropole, puis les descendants des colonies. Parce que les Français de l'Hexagone refusent de reconnaître que l'histoire de l'Empire faisait partie de l'histoire de France. Ça, c'est mon combat. Effectivement, c'est peut-être ça que vous vouliez me faire dire. C'est absolument ce vers quoi je voulais vous amener. Et c'est très difficile, effectivement. C'est toutes les polémiques sur l'histoire de la colonisation, ce qui m'a provoqué l'écriture des enjeux politiques de l'histoire coloniale. Vous vous en souvenez peut-être, au début des années 2000, on a beaucoup parlé de l'histoire de la colonisation, très mal, y compris chez les historiens, parce que les historiens ont aussi des idées politiques comme les autres, et puis de temps en temps perdent leur contrôle, enfin assez souvent perdent le contrôle de leur nécessaire recherche d'objectivité qui n'existe pas vraiment, mais qu'on doit quand même maîtriser pour essayer de faire une histoire la plus précise possible et la plus honnête possible. Pour poser des questions qui sont totalement étrangères aux historiens, du genre est-ce que la colonisation a eu des aspects positifs ou négatifs? Ça, c'est de la morale, c'est pas de l'histoire. Alors, les historiens l'ont posé comme ça. Donc, ça a déraillé d'une façon extraordinaire. C'est devenu politique. Ça a abouti d'ailleurs à la fin, à la fin de cet épisode, au discours de Sarkozy expliquant qu'il n'y avait pas d'histoire en Afrique et que, par conséquent, les Africains devaient rentrer maintenant dans l'histoire. Enfin, vous connaissez la chose. Et du côté français, du côté des historiens français de France, hexagonale, je précise, ce qui m'a frappé, c'est la mauvaise foi. La mauvaise foi de tout le monde, d'ailleurs, d'une certaine façon, mais en particulier la mauvaise foi probablement inconsciente, parce que d'un historien professionnel se prétend objectif, toujours. L'objectivité n'existe pas, mais il se prétend rigoureux. N'empêche qu'il y avait plein de détails qui montraient qu'en réalité, le problème était fondamentalement politique. Et que l'histoire contemporaine, l'histoire immédiate, l'histoire de la colonisation française, c'est un problème profondément politique que les Français de France ne veulent toujours pas assumer. Ce qui fait, enfin je vais m'arrêter parce que je parle trop longtemps. Justement, ce qui fait que mais nous reviendrons. Ce à quoi je me consacre depuis ma retraite, parce que avant je faisais des livres, disons, d'historiens entre guillemets savants, c'est-à-dire des livres pour les autres historiens et pour les étudiants historiens. Mais maintenant, ce que je fais, ce sont des livres de communication scientifique, justement pour tous ceux qui ont envie de connaître l'histoire africaine et la place de l'histoire africaine dans l'histoire du monde et la place de l'histoire africaine fondamentalement dans l'histoire française, qui est une histoire impériale depuis très longtemps et qui n'est pas reconnue comme telle encore, ne serait-ce que par l'enseignement primaire ou secondaire. L'histoire africaine et l'histoire des Outre-mer également. Absolument. Nous reviendrons sur ces enjeux, mais... Je vais passer la parole à Manuel qui, lui, a tenté de répondre à tout au moins ce qu'on pourrait considérer comme un manque, de combler un manque sur des parties de cette histoire coloniale, des parties importantes de cette histoire. Alors, il ne va pas vous faire un résumé, je ne vais pas lui poser de questions directement sur ce pavé, aussi passionnant qu'il soit. En revanche, étant donné qu'il apporte ici de nombreux éclairages et des développements importants sur les événements et les acteurs des deux films que vous avez vus, je vais lui demander de nous parler un tout petit peu de la naissance de l'UPC, parce que c'est quand même le parti, l'Union des populations du Cameroun, le parti dont vous avez vu l'histoire, y compris celle d'une descendante, d'une fille, d'un des héros de la lutte nationale camerounaise. Donc, dis-nous quelque peu comment naît ce parti et quels en sont les acteurs, dont deux d'entre eux ont été évoqués longuement ce soir. Merci beaucoup pour l'invitation. Alors, pour parler de l'Union des populations du Cameroun,
l'UPC, c'est vrai que c'est un des acteurs centraux de cette histoire-là, parce que s'il y a eu une telle répression, s'il y a eu une telle guerre qui a été menée par la France avec ses alliés camerounais contre une partie des Camerounais, c'est parce qu'il y avait un parti, l'UPC, qui s'est créé en 1948, qui était très bien organisé, un parti de masse, le seul de l'époque d'ailleurs, et qui réclamait l'indépendance. Pourquoi est-ce que cette guerre elle a eu lieu au Cameroun, par exemple, et pas en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Togo, enfin, d'autres pays colonisés par la France, et dont on aurait pu imaginer que, de la même manière, se déroule une guerre d'indépendance? C'est parce qu'il y avait l'UPC et que l'UPC n'avait pas tout à fait les mêmes positionnements que d'autres partis qui se sont créés au même moment en Afrique francophone et qui étaient, pour une bonne partie d'entre eux, regroupés au sein du Rassemblement démocratique africain, le RDA, qui était un parti panafricain dirigé par Félix Houphouët-Boigny, qui a ensuite été président de la Côte d'Ivoire pendant de longues décennies. Si l'UPC était vu de France plus radicale, demander l'indépendance, à un moment a demandé l'indépendance immédiate après avoir fixé un délai, et donc poser un défi à la France extrêmement direct, c'est parce que l'UPC estimait être dans son bon droit en demandant l'indépendance tout de suite, parce que le Cameroun avait un statut à part. Le Cameroun n'était pas officiellement une colonie française. On parlait de l'AEF, l'Afrique équatoriale française, et le Cameroun, parce que dans les faits, le Cameroun était dans l'AEF, mais formellement, officiellement, c'était un territoire qui était un protectorat de la SDN, puis un territoire sous tutelle de l'ONU, et qui était administré par la France et le Royaume-Uni pour un cinquième, au nom de l'ONU. Et donc, ce n'était pas un territoire colonisé par la France. En réalité, les Français se comportaient là-bas comme dans les autres colonies et n'ont cessé, depuis la Première Guerre mondiale, au cours de laquelle ils ont conquis le Cameroun sur les Allemands avec leurs alliés britanniques, n'ont cessé d'essayer d'intégrer le Cameroun à leur empire en Afrique. Et ils n'ont pas réellement réussi, parce qu'il y avait toujours ce regard quand même de l'ONU, et surtout l'ONU en 1946, quand il y a eu les accords de tutelle entre la France et l'ONU. L'ONU a dit, écoutez, vous pouvez continuer à administrer le Cameroun comme vous avez fait depuis la Première Guerre mondiale, mais vous l'administrez avec l'objectif d'amener ce pays vers, la formule était ambiguë, l'indépendance ou l'auto-administration. Donc, fort de cette phrase dans les accords de tutelle, les premiers, après la Deuxième Guerre mondiale, les premiers Camerounais à être politisés, à s'intéresser à la question, qui avaient créé des syndicats, parce que une des conséquences de la Deuxième Guerre mondiale, c'était dans les territoires d'Afrique francophone l'autorisation des syndicats. Avant, on n'avait pas le droit. Et l'autorisation des partis politiques. Et donc, les premiers syndicats se sont créés, ont essayé de faire valoir leurs droits de manière pacifique, comme un syndicat, en faisant des propositions, des grèves, etc. Et le premier mouvement de grève qui s'est créé tout de suite après la guerre, en 1945, a été réprimé de manière extrêmement sanglante, notamment à Douala, par les colons. Donc c'était eux qui étaient les colons, c'était les chefs d'entreprise français en Afrique, qui étaient en première ligne de la répression parce qu'ils étaient frontalement face aux syndicalistes qui avaient des demandes envers eux. Et ces colons ont été appuyés par la puissance coloniale française, par le haut-commissaire de la France au Cameroun, qui a fourni des armes aux colons et dont les militaires ont également participé à la répression. Donc il y a eu, on ne sait pas exactement, une centaine de morts à ce moment-là, uniquement camerounais, uniquement dans les syndicalistes camerounais, on leur a tiré dessus dans la rue. Et suite à cela, la confiance, si confiance il y avait, a été rompue, et tout ce qui s'était engagé politiquement pendant la Deuxième Guerre mondiale, tous les Camerounais qui s'étaient engagés à cette époque-là aussi contre l'Allemagne nazie, parce que voilà, c'était ça le contexte. Le Cameroun, avec quelques autres pays, s'était rallié plus ou moins spontanément à Leclerc et à De Gaulle, dans la France libre, contre les nazis, contre Vichy et les nazis. Et donc après ça, après avoir participé humainement, avoir donné leur vie pour certains d'entre eux à la libération de l'Europe, ils attendaient quand même en retour une forme leur propre libération. Et ce qui est intéressant, c'est que le jour de l'armistice en 1945, il y a une manifestation où des Camerounais transportent un cercueil avec écrit CIJ, le nazisme et le colonialisme. Et donc, ils font le lien tout de suite entre la libération du nazisme et la libération qu'ils espèrent du colonialisme. Et la réaction de la France, c'est tirer sur la foule.
Donc ceux qui s'étaient engagés dans ces mouvements plutôt pro-français, en tout cas alimentés par la France pour concentrer leur énergie contre les nazis, ont en quelques années changé de pied et ont créé l'Union des populations du Cameroun en 1948. Et celui qui était le premier secrétaire général de ce parti, Ruben Umniobe, était un fonctionnaire, un greffier. C'était pas, à l'UPC, ce n'était pas des militants qui venaient du haut de la société. C'était le cas dans d'autres partis africains. Par exemple, Félix Houphouët-Boigny était un chef, était un planteur très important. Il est devenu député à l'Assemblée nationale française. L'UPC, ce n'était pas vraiment ça. C'était un peu les classes intermédiaires, des petits fonctionnaires, des enseignants, etc., des médecins comme Félix Moumié, et qui donc n'étaient pas vraiment intégrés, pas vraiment cooptés par la France parmi les élites franco-camerounaises. Et donc c'est aussi pour ça, parce qu'il y avait le droit qui était pour eux, parce qu'ils n'étaient pas vraiment cooptés par la France pour devenir les élites choisies, sélectionnées pour cautionner la France, ils ont créé ce parti de masse qui n'était pas spécialement indulgent à l'égard de la France. Et donc ça s'est créé en 1948, et jusqu'en 1955, date de l'interdiction de l'UPC par la France, ce parti a été extrêmement pacifique. Et c'est pour ça qu'il faut quelque part rappeler cette histoire pacifique, c'est aussi montrer que Ernest Ouandié n'a pas toujours été ce maquisard, ce terroriste qui organisait des opérations sanglantes, n'avait pas toujours eu les armes à la main. C'était des gens qui voulaient se battre pacifiquement. Leur modèle, c'était plutôt Gandhi que Ho Chi Minh à l'époque, parce que Gandhi a obtenu l'indépendance de l'Inde en 1947 pacifiquement, alors qu'à l'époque où ils sont créés, en 1948, Ho Chi Minh, la guerre en Indochine, c'était plutôt quelque chose qu'ils ne recherchaient pas, parce qu'une guerre, c'est jamais quelque chose qu'on va poursuivre de manière volontaire. C'est vraiment par défaut, parce que la France, de 48 à 55, a interdit leurs manifestations, a truqué les élections de manière systématique, on a pas mal de témoignages dans le livre, a fait en sorte que ce parti, qui était le seul parti de masse présent sur tout le territoire, n'ait aucun élu, à aucun moment, à l'Assemblée territoriale du Cameroun, alors que d'autres partis suscités, financés, alimentés par la France, à peine nés, avaient des représentants à l'Assemblée nationale française ou à l'Assemblée territoriale camerounaise. Eux n'en ont jamais eu. Et donc la réaction à ça, c'était un moment de hausser le ton et de demander l'indépendance immédiate. La réponse de la France, encore une fois, en 1955, c'était de réprimer des manifestations, de tirer sur la foule et d'interdire l'union des populations du Cameroun. Et donc, c'est à partir de cette interdiction que la guerre a pu commencer, et encore pas tout à fait dès 1955, parce que même interdite, l'UPC a cherché encore et encore des moyens de résoudre pacifiquement et de faire valoir leurs droits auprès des Nations Unies, auprès de la France, auprès de la presse, auprès de l'opinion publique camerounaise. Et à chaque fois, la France, les autorités françaises présentes au Cameroun, notamment Pierre Messmer, ont menti, ont promis une amnistie qui n'est jamais arrivée, et donc ont organisé des élections qui vont ensuite amener les premiers dirigeants du Cameroun indépendant, des élections sans l'UPC qui, en fin 1956, quand les élections ont eu lieu, l'UPC était toujours interdite. Et donc, toute l'histoire du Cameroun, Amadou Ahidjo, Paul Biya, que Ahidjo a choisi lui-même en 1982, est issue d'une élection de 1956 sans l'UPC, d'une indépendance qui a été octroyée de manière assez intelligente par la France, plutôt que de combattre l'UPC et de garder le pays sous tutelle française ad vitam aeternam, ce qui était impossible à l'heure de la guerre d'Algérie, de la perte de l'Indochine, etc. Ils ont préféré donner l'indépendance à des gens qu'ils avaient choisis, Amadou Ahidjo, et ensuite de la transmettre à Paul Biya, et de réprimer les UPCistes qui ont été vraiment contraints de mener cette guerre alors qu'ils n'en avaient pas les moyens, qu'ils n'étaient pas, c'était pas des militaires. Ruben Umniobe était un greffier, Félix Moumié était un docteur. Enfin bon, c'était pas du tout leur intention. Alors, justement, Manuel, avant que tu ne poursuives, je voulais m'arrêter quelque peu et je te redonnerai tout de suite la parole sur ces acteurs, Roland Félix Moumié, Ruben Umniobe, Kingé et tous les autres. Pour préciser une chose, ce sont quand même des hommes brillants. Tous ont une vingtaine d'années lorsqu'ils s'engagent dans ce parti. Pour Moumié, par exemple, à 21 ans, 22 ans, il est médecin. Il va recevoir une formation de la part de Jean Suré-Canal, grand historien communiste. Tout ça, on l'apprend dans ce livre que je vous conseille. Ruben Umniobe, brillant. Ernest Ouandié, orateur, brillantissime. Donc, on a en face, ou plutôt les colons ont en face d'eux, une élite
qui est brillante et qui, probablement, dans les rapports de suggestion qui existent à l'époque, on parle de sujets, d'indigènes. Peut-être qu'on reviendra sur ces notions tout à l'heure. On parle donc d'individus qui doivent être très agaçants pour le pouvoir colonial, qui, en effet, les nomment, les taxent de maquisards, de terroristes. Et Jean-Marie et moi avons grandi dans un Cameroun où, dans les années 70 et 80 encore, on nous parlait du maquis et des maquisards. Et cette mémoire, nous l'avons portée longtemps comme étant une histoire faite par des maquisards. Autrement dit, des gens qui ont nui à ce qui était devenu notre nation. Donc, je voulais quand même que, Manuel, tu dises un mot sur la trajectoire singulière de ces acteurs qui, très jeunes, vont arriver aux responsabilités, avec en particulier l'aide de syndicalistes français ou d'intellectuels comme Jean Suré-Canal. Tout à fait. Alors, l'aide des syndicalistes français, elle est tout à fait réelle. C'était des militants qui étaient dans l'orbite de la CGT ou du Parti communiste français au départ, et qui ont effectivement se retrouvé au Cameroun pour leur travail, et qui ont formé, réuni au départ Oumniobé et les siens. Ils n'étaient pas très nombreux. Ils leur donnaient des cours de marxisme, etc. Donc ils ont un rôle absolument décisif au départ, et en même temps, cette influence communiste, ça a été aussi utilisé par le pouvoir en place pour dire, regardez, c'est même pas vraiment des Camerounais qui ont créé ce parti, c'est des marxistes, c'était la guerre froide à l'époque, c'est ça la toile de fond de tout ça. C'est pour ça que c'est aussi violent aussi, c'est parce que derrière, les grandes puissances s'affrontent à travers le Cameroun. Et alors certes, il y avait une influence marxiste communiste, mais l'UPC n'est pas un parti marxiste, n'est pas un parti communiste. Ça a été la propagande ensuite qui a fait croire ça. C'était un parti nationaliste, indépendantiste, qui regroupait pas mal d'opinions diverses, des gens d'origines diverses du Cameroun, parce que ça a été ça aussi l'autre critique, c'était de dire à certains moments, de toute façon c'est un parti Bassa, ensuite ça a été un parti Bamileke, et donc à chaque fois c'était des révoltes ethniques, et on a vu dans la presse française, ça n'a pas été totalement occulté cette guerre, hein. Il y a eu Le Figaro, Le Monde qui ont écrit des articles, mais des articles extrêmement orientés, qui disaient au moment de l'indépendance, où il y avait quasiment un quart du pays qui avait fait sécession, qui disait ce sont les Bamileke, parce que c'était à l'ouest du pays, qui ne s'entendent pas avec le reste du pays, et ils veulent l'indépendance du pays Bamileke pour être tout seul, et donc il y a un problème Bamileke. Et ça a été aussi ensuite relayé par des officiers français, notamment le général Lamberton qui a mené la répression, qui a écrit un article assez célèbre dans la revue Défense nationale, qui disait le Cameroun est entré dans l'indépendance avec un caillou Bamileke dans sa chaussure. Et donc c'était une manière d'ethniciser l'opposition. Et c'est très grave, parce qu'à la fois c'était faux, évidemment, mais en plus c'est très grave parce que ça a ensuite généré des haines ethniques réelles, pour le coup. Et c'est pour ça que la répression était aussi cruelle. Alors, je ne t'interromps pas pour rien, c'est juste à dessein pour rappeler à ceux qui étaient là hier que voilà, l'histoire elle se prolonge aujourd'hui, parce qu'hier nous évoquions les questions ethniques, et là ce dont parle Manuel, ce que dans son livre ils ont appelé en réalité la politique des races, et qui date notamment parce que j'ai retrouvé cette citation dans le livre du 19e siècle avec ce que Gallieni, le maréchal Gallieni, faisait à Madagascar. Et il va écrire ceci, Gallieni: toute agglomération d'individus, races, peuples, tribus ou familles, représente une somme d'intérêts communs ou opposés. S'il y a des mœurs et des coutumes à respecter, il y a aussi des haines et des rivalités qu'il faut savoir démêler et utiliser à notre profit, en les opposant les unes aux autres, en nous appuyant sur les unes pour mieux vaincre les secondes. Nous sommes en 1898. Voilà ce qu'écrit Gallieni. Alors, juste avant de redonner la parole à Catherine sur ces mots, nous allons bientôt passer aux échanges, parce que ça va faire bientôt une demi-heure que nous discutons. Je veux juste, Catherine, si vous permettez, redonner quelque peu la parole à nos deux cinéastes,
peut-être seront-ils brefs, auquel cas, tout de suite, voilà. J'aimerais juste, à la lumière de ce que nous a dit Manuel sur les acteurs, hein, que tu nous dises, parce qu'on sent ton engagement par moment. Tu es en retrait parce que l'objet de ton film est si énorme, tu en as pris conscience après, bien entendu, mais on sent l'engagement, on sent la mémoire commune qui est la nôtre, puisque nous appartenons à peu près à la même génération. Est-ce que, de ton point de vue, il y avait une sorte de devoir vis-à-vis d'Ernestine peut-être et vis-à-vis du Cameroun en particulier à faire ce film? Mais disons que quand on regarde mon travail depuis que j'ai commencé à faire des films, déjà mon tout premier film Hommage, j'ai le sentiment que cette question et la question du silence, moi aussi, m'obsède. Et ce livre, par exemple, on peut, quand on regarde la vie d'Ernestine, se dire que si ce livre était paru 4 ou 5 ans plus tôt, elle serait peut-être encore parmi nous, quoi. Mais bon, mais la vie, elle est... Parce que cette absence de... Ce silence dans lequel nous avons grandi a contribué aussi à façonner ma révolte. Quand je commence à faire des films, c'est pour parler de ces choses dont on ne parlait pas. Et de tous mes films, d'ailleurs, c'est toujours presque la même question qui revient, toujours. On vit dans un pays où on a un pouvoir dictatorial qui est là, qui nous étouffe. Et comment est-ce qu'on s'autorise des moments de liberté pour parler de choses et pour questionner toutes ces choses qui sont tissées? Donc, en fait, et je me nourris beaucoup d'historiens. Je me suis nourri aussi des textes, des romans de Mongo Betty. Je me suis nourri de tous les témoignages qui m'ont permis de comprendre un peu le pays dans lequel nous vivions. Et moi, ma manière de transmettre, c'est... Je renvoie bien sûr au livre pour dire allez trouver plus d'informations, mais j'essaie sur cette histoire de prendre quelques éléments, j'essaie de construire un récit auquel les gens peuvent adhérer et ensuite aller rechercher un peu plus loin pour comprendre ce qui se passe. Parce que moi, quand j'étais enfant, les documentaires, j'avais le sentiment que les documentaires ne me parlaient pas parce qu'ils étaient très rébarbatifs. Il y avait une voix off qui était là. Et donc, je me suis dit, j'ai envie de faire du cinéma, mais en même temps, je me disais, mais si je dois parler de la réalité, comment est-ce que je la rends facile à suivre? Je la rends comme si c'était une histoire, en fait, et une histoire qui, en fait, parle de l'histoire des gens. Donc, je crois que mon travail a toujours consisté à prendre des éléments et à essayer de les organiser de manière à ce que ce récit, cette histoire puisse toucher les gens. Et je me dis que c'est à travers l'émotion que les gens vont aller plus loin pour essayer de comprendre. Et toutes les fois que je présente le film, je renvoie au livre parce que les gens me disent, mais oui, mais où est-ce qu'on peut en savoir plus? Je dis, mais il y a ce livre, allez-y. Et c'est en cela que travailler avec les historiens est essentiel. Et dans le malentendu colonial, déjà, je faisais déjà un peu ce travail aussi. Afrique, je te plumerai, je rencontrais des gens qui ont fait ce travail de recherche. Et si je peux leur donner la parole pour que cette parole sorte et que je puisse la rattacher à la vie des gens, j'ai le sentiment que du coup, les gens font des associations qui leur permettent d'aller plus loin et de comprendre le monde dans lequel on vit, quoi. Un mot, Franck. On a vu dans le film que la Suisse n'est pas si neutre, ou en tout cas que derrière la neutralité, chacun met ce qu'il veut. Mais concrètement, la Suisse a agi, en l'occurrence dans l'assassinat de Félix Moumié. Est-ce que c'était pour vous un motif ou une raison supplémentaire d'aller au bout de cette aventure? Oui, bien sûr. Normalement, mes documentaires en général parlent sur l'histoire étouffée en Suisse. Et ici, c'est aussi le point de vue de la Suisse, parce que la Suisse a été complice. Il faut quand même pas oublier, ils avaient les preuves formelles que Bechtel avait assassiné Moumié. Et il y a un non-lieu. Ils n'ont pas acquitté. Un non-lieu, c'est-à-dire, comme a expliqué
son avocat, il n'y a pas de preuve, il n'y a pas un nombre de doutes qu'il aurait pu être impliqué. C'est-à-dire c'était un arrangement. Et l'arrangement, c'était à cause de la France. C'est la France qui a poussé la Suisse de faire ça, mais la Suisse a bien accepté. Et ça, c'est bien l'enjeu. C'est tellement gros, en fait. Je ne sais pas comment vous dire ça. Quand moi, j'ai touché à cette histoire, j'ai vu que tout était truqué chez nous, jusqu'à aujourd'hui. Et tout le monde participe. Les historiens sont, excusez-moi, sont les menteurs officiels dans la forme. C'est-à-dire, vous allez dans les archives, il y a des boîtes réservées aux professeurs. Et le professeur, le porte-parole du gouvernement, hein, je caricature à peine. Et en France, si vous prenez Le Monde, il a écrit des choses immondes sur le Cameroun. Incroyables, incroyables. Des journalistes français qui étaient en principe des agents des services secrets, mais qui se disaient journalistes. Tout le monde a accepté. Alors, partout où vous allez, juste un point peut-être, moi je pense on sous-estime l'importance de la guerre froide au Cameroun. Parce que, juste rappeler, il y avait l'Égypte, à ce moment-là, avec le canal de Suez. Et il y avait quand même Khrouchtchev et la révolution de Cuba, c'était terrible hein, dans le monde entier. Et Khrouchtchev avait dit, si vous n'arrêtez pas, on va faire des Cubas partout dans le monde, on va commencer en Afrique. C'était à cette époque-là. Et on a mis le paquet pour éliminer le tout. Et après, vous avez vu ce que ça donnait ailleurs. Et on a inventé un communisme à l'africaine qui n'était pas vraiment un communisme, mais on avait besoin d'un ennemi fort pour justifier les massacres. Et c'est ça le fond de la commerce. Et aujourd'hui, c'est la même chose, mais on n'en parle pas. C'est sur un autre niveau, c'est même pire, c'est même plus violent. C'est les multinationales qui investissent l'Afrique, mais comme le monde entier. Et c'est nouveau, la Suisse neutre, hein, 80% des gens qui gèrent le pétrole sont à Genève. Le café, c'est à Zoug, etc. Mais ça ne nous concerne pas, n'est-ce pas? C'est autre chose. On parlera dans 100 ans. Ici, c'est la même chose. Catherine m'excusera vraiment. Je promets que aux premières réponses, elle ajoutera ce qu'elle voulait ajouter tout à l'heure, parce que notre cher public risquerait de se lasser. Voilà. Il y a des tas de questions, notamment une qui pourrait prolonger l'intervention de Franck, que je ne vais pas poser, qui concerne en particulier son film avec la question des génocides, etc. Nous n'allons pas rentrer là-dedans, en tout cas là maintenant, peut-être vous. Donc, s'il y a un micro, je vais vous rendre la parole et pour des questions, des commentaires, des réactions, etc. C'est toujours difficile de se lancer en premier, mais n'hésitez pas. Bonsoir. J'étais très touché, comme bien sûr tout le public ce soir, par ces deux films qui sont courageux et qui néanmoins n'ont pas, bien évidemment, une distribution qui mériterait. J'ai pensé à Kassovitz, j'ai pensé à ce jeune cinéaste français courageux lorsqu'il a fait un film qu'il a essayé de bien distribuer sur la problématique kanak. Et donc, je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Kassovitz, qui, lui, s'est brûlé les ailes en essayant, bien évidemment, de faire ce que peut-être vous essayez de faire, hein, c'est-à-dire de distribuer, de faire connaître le problème des post-coloniales français. Voilà, j'avais une pensée pour Kassovitz, pour l'art cinématographique au service de la mémoire. Je voulais partager ça avec vous. Merci. Excellent film, du reste, hein, celui de Kassovitz. Et il y a eu un documentaire sur
la fabrication du film, tout aussi excellent, diffusé par France O. Oui. Oui, bonsoir. Moi, je voudrais savoir en fait quelle est la mémoire actuelle des mouvements de l'UPC au Cameroun. Est-ce que les jeunes connaissent les noms? Est-ce que voilà, est-ce que c'est connu ou c'est absolument encore un tabou? On ne peut pas du tout donner les noms aujourd'hui. Alors, je vais commencer par rendre la parole à Jean-Marie, et puis Manuel apportera des réponses, peut-être aussi, et on permettra à Catherine de répondre. Ben, au Cameroun, l'Assemblée nationale a fait des 3 principaux leaders de l'UPC des héros nationaux. Mais les députés ont voté, mais dans les faits, il ne s'est rien passé. Donc, du coup, il y a des voitures, des taxis qui inscrivent là les noms des... Bien sûr, les gens ont une mémoire un peu... Et il y a ce qu'on transmet aussi. Parce que je me rappelle, j'étais enfant pendant le procès d'Ernest Ouandié, et tout ce que nous, on avait retenu au quartier, c'est que lui, il avait décidé de ne rien dire. Et moi, jusqu'à ce que je rencontre Thomas que je rencontre les 3, je pensais toujours qu'il n'avait pas dit grand-chose, parce que toute la légende, c'était au moment du procès, il a dit qu'il ne parlait pas à tous ces laquais du colonialisme, là, et il était resté dans le silence. Donc, on a encore des choses qui se transmettent comme ça, mais les gens n'en savent pas vraiment. Et quand j'ai mis sur Internet, j'avais fait un film sur la fille d'Ernest Ouandié, c'est vrai que beaucoup de Camerounais étaient très, très intéressés. Ils voulaient. Et depuis qu'on parle du film qu'on va faire sur Ernest Ouandié, parce que nous avons ce projet qui est encore en attente, mais qu'on fera, ça intéresse beaucoup de gens. Les gens ont envie d'en savoir plus. Mais officiellement, on est dans une phase qui est très particulière. J'ai montré ce film au Cameroun au mois de juillet dernier. Il y avait un ministre camerounais qui était là, qui est un des ministres du gouvernement camerounais, qui dit « Ah, ben, vous savez, on a beaucoup d'archives. Venez vers nous, on va vous... » Il a déclaré ça publiquement, mais bien sûr, mais depuis, on a essayé de se rapprocher, mais personne ne répond. Et d'ailleurs, le directeur de la cinématographie, qui était présent à cette époque, n'est plus à son poste. Et donc, il fait des déclarations, mais après, où aller, plus personne. Donc, publiquement, c'était bien de dire oui, c'était nos héros nationaux, mais en fait, rien n'est fait. Et à Bafoussam, il n'y a pas une plaque, il n'y a rien qui est vraiment là pour commémorer, pour vraiment rendre hommage à tous ces héros. Mais les gens savent qu'ils ont existé, mais c'est pas encore... il y a tout un travail à faire pour que les gens en sachent un peu plus, quoi. Alors, mon expérience personnelle de Camerounais m'a amené à aller dans l'Ouest avec ma famille, ma femme et ma fille à l'époque, mon fils n'était pas né. Et nous avons rencontré un pharmacien qui a directement vécu cette histoire, collectionneur d'art, assez connu dans les milieux d'art. Et j'ai pour la première fois, moi, rencontré cette histoire par un monsieur qui l'avait plutôt vécu de près, mais nous en avons parlé en cachette. Ça s'est passé en 2007. Manuel? Oui. On a beaucoup dit que cette guerre-là était totalement cachée, tabou au Cameroun. C'était en partie vrai surtout. C'est vrai que pendant des années, en particulier sous Ahidjo, prononcer le nom de ses leaders, c'était un motif d'arrestation. Aujourd'hui, ça l'est beaucoup moins, comme le disait Jean-Marie Thénault. Le pouvoir a même, à certains moments, essayé de récupérer les grandes figures de l'UPC, qui demeurent quand même de manière générale comme des figures un peu honnêtes, ce qui, dans le Cameroun d'aujourd'hui, dans la vie politique camerounaise d'aujourd'hui, est assez rare et constitue encore aujourd'hui une référence politique qui est assez subversive. Le pouvoir a essayé de récupérer la figure d'Oumniobé, un peu moins les deux autres, Moumié et Ouandié. Pourquoi ? Parce que Oumniobé
a eu le bon goût de mourir avant l'indépendance. Et donc, pour le pouvoir actuel, c'est un peu une manière de dire, regardez, on a tous lutté pour l'indépendance, et donc ils s'incluent un peu eux-mêmes dans cette lutte-là, alors que Paul Biya était très proche d'Amadou Ahidjo, et que donc il était dans le camp absolument opposé à celui de Omniobé, de Moumié et de Wandié. Moumié et Wandié, leur mémoire est quand même plus subversive aujourd'hui, parce qu'ils étaient impliqués eux-mêmes dans la guerre après l'indépendance. Donc, officiellement, entre Camerounais, entre les Camerounais du gouvernement et les Camerounais de la rébellion. Même si en réalité, les Camerounais du gouvernement ne gouvernaient pas grand-chose dans les années 60, que l'armée camerounaise était dirigée par un officier français qui s'appelait le colonel Jean-Victor Blanc, et qui en fait donnait des ordres au ministre de la Défense et qui dirigeait les opérations pendant toutes les années 60. Et pendant toutes les années 60, l'école militaire était dirigée par un militaire français qui apprenait aux officiers camerounais comment mener la guerre contre-subversive, la guerre contre-révolutionnaire contre les UPCistes, qui étaient en gros les méthodes de la guerre d'Algérie. Les tortures, la disparition, les bombardements. Et aujourd'hui, ce qui nous a un peu étonné quand on est allé faire des interviews sur place au Cameroun, c'est qu'il y a quand même des gens qui parlent, déjà des personnes qui ont été victimes de manière assez logique, s'expriment difficilement, parce que c'était il y a 50 ans, que la mémoire, entre-temps, s'effiloche un petit peu, et que c'était aussi une période extrêmement traumatisante parce qu'ils en ont été victimes, et aussi parce que leurs voisins, parfois les membres de leur famille, en ont été les auteurs. C'est une guerre qui était une guerre coloniale, puis néocoloniale, mais qui était aussi une guerre civile. C'était les deux à la fois, parce que la France a eu l'intelligence diabolique, en quelque sorte, de monter les Camerounais les uns contre les autres, c'est ce que vous disiez, de créer des oppositions africaines ethniques à l'UPC, et de monter des milices. À la fois parce que les milices, c'est moins cher, c'est moins voyant que le corps expéditionnaire français qu'on enverrait, qui a été envoyé, mais en petite quantité par rapport à l'Algérie. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus efficace et beaucoup moins voyant de monter des milices de Camerounais qui vont aller lutter contre les rebelles camerounais. Donc c'est ça qui a été fait. Et alors, on aurait pu penser qu'en allant voir les responsables encore en vie aujourd'hui au Cameroun de ces exactions, on se heurterait à un mur. La plupart du temps, ça a été ça. La plupart des gens n'ont pas voulu nous répondre. Mais il y a eu un témoignage très étonnant. Le général Semengue, qui a été le chef d'état-major pendant des décennies de l'armée camerounaise, qui était le plus haut gradé, qui est sorti le premier de Saint-Cyr et qui allait dans l'armée camerounaise. Et donc ce général, aujourd'hui à la retraite depuis assez peu, donc il y a un personnage très important, on lui a dit, mais alors qu'est-ce que c'est que ces histoires de têtes coupées? Alors il paraît qu'on coupait la tête des rebelles et qu'on les exposait sur les places des villages, dont on pensait qu'il allait dire mais enfin, pas du tout. Et il nous a répondu, oui, oui, tout à fait, c'était une œuvre pédagogique pour montrer que les rebelles n'étaient pas invulnérables, etc. Donc c'est quelqu'un qui explique face caméra que son armée, qu'il dirigeait, coupait la tête des gens pour les exposer sur les pics. Et ça ne fait pas spécialement débat, ça ne choque pas spécialement, ni en France, ni au Cameroun. Au Cameroun, parce que le débat est très maîtrisé, c'est pas forcément une censure centralisée, omnipotente. Dès qu'on sort la tête de l'eau, on est massacré. C'est quelque chose de beaucoup plus insidieux, où en fait tout le monde peut un peu dire n'importe quoi un peu partout. La presse est extrêmement éclatée, il n'y a pas vraiment de librairie. Enfin, si vous voulez, la télé est encore contrôlée, mais la presse, il y a des feuilles de chou un peu partout. Et il y a plein de gens qui ont parlé de notre livre, de la répression, et pas que de notre livre, hein. Mais c'est très peu diffusé, donc finalement c'est assez peu dangereux pour le pouvoir. Et en France, en revanche, il y a toujours un déni de la réalité de cette guerre. François Fillon, en 2009, il allait à Yaoundé, on lui a posé la question, alors monsieur Fillon, il paraît que la France a tué des gens dans les années 50-60, en référence à Moumié. François Fillon a répondu, madame, tout ceci c'est une pure invention. Voilà. Donc, oui, Franck. Ah. Alors, avant de redonner la parole, comme nous l'avons monopolisé longtemps, allez-y. Je vais leur redemander d'être bref. Oui. Alors, je voudrais remercier Franck. Je me présente, je suis Karine Ramondi et je pense que c'est important que je précise. Je finis une thèse sur l'assassinat politique des leaders africains. Et j'ai fait une étude comparée entre Ruben Omniobé, justement, Félix Moumié et Patrice Lumumba. Et je questionne le cas de Barthélemy Boganda. Je voudrais remercier Franck parce que c'est le premier qui, en 2011, m'a ouvert sa porte et on a pu discuter, en ayant pris contact avec Manuel, justement des archives présentes à Genève. Et je remercie Jean-Marie Thénault aujourd'hui parce que finir une thèse
c'est difficile, c'est pas toujours facile, surtout quand on est confronté aux fermetures d'archives et aux demandes de dérogation qui n'en finissent plus, et parfois qui finissent court. Ça me donne envie de continuer quand j'écoute Ernestine Ouandier nous dire qu'il faut qu'on continue l'écriture du passé. En fait, je voulais intervenir parce que je voudrais donner une note d'espoir. Et cette note d'espoir, c'est la jeune génération d'historiens qui, derrière Achille Mbembe, qui a ouvert pas mal la voie sur le Cameroun, et je pense notamment à Jacob, qui n'a pas encore été cité et qui a travaillé sur ce livre. J'ai pensé aussi à des jeunes historiens qui sont comme moi entre le terrain et puis le Cameroun et la France. Je pense par exemple à Yves Mintog, qui travaille beaucoup sur le Maquis Bassa, Pascal Ndjok, qui travaille sur justement l'émeute de 1945 que vous évoquez. Tout ça, c'est des travaux qui aujourd'hui, ou pas encore, Philippe Kenjen, qui a beaucoup travaillé sur l'idée nationale au Cameroun, hein, qui a fait un livre d'ailleurs paru chez l'Harmattan. C'est des travaux qui n'ont pas encore beaucoup de lisibilité aujourd'hui, scientifiquement et médiatiquement, mais c'est des travaux qui vont peser lourd, qui vont peser très lourd dans l'avenir et qui, justement, vont nous aider à faire une histoire qui feront qu'un jour nos politiques ne pourront pas nous dire que c'est une pure invention. Surtout s'ils nous laissaient la possibilité de consulter les archives plus facilement et de façon, on va dire, plus fluide. Voilà, donc en fait, je voudrais remercier tous les acteurs qui sont là parce que Catherine nous a donné aussi la voie à suivre pour l'engagement et l'histoire. Et voilà, donc je pensais que c'était important de mettre la lumière sur tous ces noms que j'ai cités, qui ne sont pas encore très médiatiquement connus, mais qui un jour feront qu'on pourra parler d'histoire, des histoires, et sortir peut-être des mémoires, parce qu'elles sont souvent antagonistes aussi au Cameroun aujourd'hui. Il y a plusieurs mémoires de l'UPC, on ne le dit pas suffisamment, mais c'est une réalité quand on a fait du terrain. Voilà. Merci. Je redonne immédiatement la parole à Franck. Je ne vais pas m'étendre, mais il est vrai, je m'en excuse pour ne pas avoir fait plus tôt. Il faut quand même dire deux mots sur Jacob Tatitsa. C'est un historien africain, un historien camerounais qui voulait faire une... Oui, c'est le co-auteur de ce livre. Alors, je n'ai pas nommément cité tous les auteurs du livre. C'est peut-être un oubli. Pardon. Voilà, donc ce livre que je n'arrête pas de présenter a trois auteurs, dont l'un sur lequel Madame insistait est camerounais. Et elle m'a un peu devancé, mais j'attendais la fin pour non seulement les remercier tous, mais souligner à quel point, pour lui, c'est un courage formidable de s'engager dans une aventure comme celle-ci. Parce que malgré ce qu'on peut dire aujourd'hui, malgré l'existence d'un débat ou d'échanges, soit à la télévision, soit dans les journaux, cette histoire, on ne la pose pas dans ce qu'elle a de douloureux, dans ce qu'elle a de difficile. Aujourd'hui, c'est encore impossible. Et quand on lit ce livre, en effet, on apprend ce qui est douloureux, ce qui est difficile, ce qui fait mal. On ne peut pas poser aujourd'hui ces problèmes au Cameroun. On ne peut pas les mettre sur la place publique parce que certains des acteurs camerounais, et là je ne parle pas de la France, sont encore en vie et qu'ils n'ont pas envie d'entendre certaines mises en cause, qui n'ont pas envie de répondre, soit devant les tribunaux, soit devant l'histoire et le peuple camerounais, des actes qu'ils ont commis. Donc j'entends votre note d'espoir, mais aujourd'hui la chape de plomb au Cameroun reste importante. Franck, je te repasse le micro. Alors, je continue sur Tatitsa. Il voulait faire une thèse, il n'a pas trouvé professeur qui était d'accord qu'il fasse cette thèse. Et après, il a continué de travailler et grâce à lui, j'ai pu faire le film, tout ce qui touche l'histoire là-bas. Mais il faut quand même dire ce qui lui est arrivé après. Il avait, je ne sais pas, mais c'était des gens officiels qui ont investi sa maison où là il habite. Ils lui ont piqué les ordinateurs, les archives, et ils ont violé 2 femmes. Et on ne pouvait pas en parler parce qu'il a dit la famille souffrirait plus encore. Alors, ce n'est pas si facile de parler de l'histoire au Cameroun. Évidemment, c'est les Africains qui doivent écrire leurs propres histoires.
Et par rapport à la tendance de camoufler l'histoire, malheureusement, ça ne touche pas que la France, ça ne touche pas que l'Afrique. Il suffit de mentionner ce qui était la collaboration. C'est en France. Mais en Italie, c'est la même chose. On n'a jamais parlé, comme si le fascisme n'existait pas. Mais c'est une réalité. C'est pour ça qu'on a besoin des gens qui bossent, qui n'abandonnent pas, comme Tenoit et les historiens qui maintenant travaillent. Juste un complément sur Jacob, quand même. Vous disiez que c'était difficile de finir sa thèse. Lui a écrit sa thèse, il l'a finie il y a 5 ou 6 ans. Il n'a toujours pas pu la soutenir au Cameroun. Et il en est aujourd'hui à chercher une directrice de recherche, directrice de thèse au Canada pour pouvoir devenir docteur quand même, alors qu'il a écrit tout ça. Pardon Catherine, pardon. Oui, c'est tout à fait vrai ce que vous avez dit. Ça reste encore dangereux de faire de l'histoire qui est considérée comme non conforme, en particulier dans un pays au régime aussi dur que le Cameroun. Mais il n'y a pas que le Cameroun, mais tout à fait. N'empêche que c'est vrai que je suis comme vous, j'ai très confiance dans les nouvelles générations qui ont de moins en moins peur ou qui sont de plus en plus courageuses par rapport à ce qui se passe. Donc je pense que on est au début d'un moment où ça va vraiment ne plus être possible de taire ceci du côté des historiens. Historiens camerounais, historiens africains, historiens spécialistes, ils ne sont pas nombreux, mais français aussi, toujours les jeunes générations. Parce que là, ce que je voulais dire tout à l'heure, alors, qui me paraît aussi important, c'est que nous souffrons tous, enfin, dans ma génération et dans les générations qui suivent, sauf les jeunes qui commencent justement à s'en débarrasser, d'un héritage colonial de ce que Valentin Mudimbe, qui est un grand chercheur congolais, a très bien défini et a consacré 2 volumes pour l'expliquer, 2 volumes qui n'ont jamais été traduits en français, ce qui est dramatique, l'idée d'Afrique et l'invention de l'Afrique, c'est-à-dire la création d'une idée d'Afrique qui est née depuis très longtemps, qui a été quand même formalisée par l'ethnographie, l'anthropologie et l'histoire coloniale, et qui constitue ce qu'on appelle, d'après son mot, la bibliothèque coloniale qui nous a tous nourris. Mais quand je dis tous, c'est les chercheurs français, mais aussi les chercheurs africains qui ont été formés en France avec les mêmes livres, les mêmes ouvrages. Alors ça, c'est en train de passer. Mais je voulais juste finir par une anecdote, celle que je voulais raconter sur Mesmer, justement. Parce que cette bibliothèque coloniale, elle pèse énormément sur les Français, encore aujourd'hui. Sur je le crains, une majorité de Français, y compris d'historiens français. Et c'était dans les années 80-90, je ne pourrais pas situer, enfin il y a quand même assez longtemps, il y avait un colloque qui se préparait à Caen, il y avait un grand déjeuner au Sénat, et il y avait plusieurs ministres des Affaires étrangères, le thème était sur l'Afrique, et il y avait Mesmer. Et j'ai dépensé beaucoup de salive pendant un quart d'heure pour expliquer qu'il ne fallait pas traiter de l'Afrique seulement par les ethnies, qu'il y avait quand même d'autres choses, que tout ça c'était politique, et que les ethnies, ça, d'abord c'est un mot colonial qui a été adopté au temps de la colonisation, pour ne pas dire formation politique d'avant la colonisation. On a inventé le mot d'ethnie, après ça a eu toute une histoire de ce terme qui est repris maintenant et qui a des sentiments ethniques qui ont été, comme on l'a dit, encouragés par des tas de choses, y compris par l'administration coloniale. Et quand j'ai eu parlé, Mesmer, de haut de son âge vénérable, considérant que j'étais une petite apprentie, c'était au café, donc il s'est levé après le café, il est passé derrière moi en me tapant sur l'épaule, et il m'a dit « Vous pouvez dire ce que vous voulez, madame. En Afrique, il y a toujours eu des ethnies, il y a toujours des ethnies, et il y aura toujours des ethnies. » C'est-à-dire que ce que j'avais dit ou rien, c'était pareil. Ils ne sont pas capables, ils n'étaient pas capables, et il y en a qui continuent à ne pas être capables d'entendre un autre discours. Et on souffre beaucoup de ça en France, en particulier pour l'Afrique. Et je pense que c'est un combat scientifique de leur dire, ben non, l'histoire africaine, c'est pas ça. Et vos idées, ce sont des idées qui collent plus. Mais malheureusement, ce sont des idées qui ne sont pas seulement réservées seulement à l'Hexagone, parce qu'elles ont fait des petits sous des formes différentes partout dans le monde, y compris au Cameroun.
Il y a des noms qui ont été cités, Achille Mbembe tout à l'heure, Valentin Mudimbe. Pour ceux qui ne les connaissent pas, ces deux-là sont deux des plus grands intellectuels aujourd'hui de l'espace francophone. Ils sont, pour les deux d'ailleurs, beaucoup plus connus dans les espaces anglophones. Achille Mbembe, un petit peu plus en France, mais vous gagneriez à les lire. Ils sont vraiment exceptionnels. Et, pardon, je ne me sens pas mis en cause, mais effectivement, si ces deux-là, aussi immenses, ne sont pas encore connus, vous imaginez pour les autres, et surtout les plus jeunes, c'est 2 fois plus difficile. Je ne m'étendrai pas sur les raisons. Allez-y. Oui, bonsoir. Je suis membre de l'association SOS Racisme et l'année dernière, lors de la mobilisation autour du cas du prisonnier arbitrairement détenu dans les geôles du secrétariat d'État à la Défense au Cameroun, M. Michel Tiriatangana, nous avions déjà eu le privilège de visionner, disons, ce film-là sur le héros de la décolonisation au Cameroun, M. Félix Moumié. Et à cette époque déjà, nous remettions en question même, disons, les mentalités africaines, parce que membre jeune africain et plus tourné vers le futur que vers le passé. J'ai cette tendance à penser qu'il faut véritablement une catharsis. Il faut vraiment qu'il y ait une purification de nos identités pour arriver à construire un véritable vivre ensemble. Parce que l'Afrique est complexe, l'Afrique est multiculturelle, multiethnique, et je tiens vraiment à préciser le sens de ce mot, parce que le regard occidental de l'ethnie peut peut-être varier selon les contextes, selon que l'on soit en Occident ou en Afrique, mais l'ethnie est une réalité anthropologique en Afrique à ne pas surtout négliger. Et le sens de mon intervention aujourd'hui sert tout simplement à faire une autocritique de l'Afrique. Parce que le Cameroun, c'est un grand pays qui a tellement de potentialités, mais qui est malheureusement, comment dirais-je, sous la domination d'une caste d'individus. Et au sein de SOS Racisme, nous militons actuellement pour la libération des prisonniers politiques arbitrairement détenus, notamment Lydiane Eyoum et Jean-Emmanuel Fumbi, qui sont de nationalité française et qui, qui par, disons, une entorse au droit, ont malheureusement été incarcérés jusqu'ici. Et donc, mon mot, pour finir, c'était simplement pour dire que l'Afrique a des potentialités, mais il faudrait également que les Africains puissent être, disons, tout comme Moumié, tout comme Wandié, tout comme tous les autres à travers l'Afrique, à la tête de ce combat. Voilà ce que je voulais dire. Alors, juste une précision, cher monsieur. Je ne veux pas qu'il y ait de confusion entre ceux que vous défendez, Emmanuel Fumbi, Lydiane Eyoum ou Thierry Michel Atangana, avec les acteurs dont nous parlons aujourd'hui. Si, pour vous, les choses se valent, tant mieux. Mais je voudrais revenir sur une autre confusion. Madame Catherine Kokrivvidrovitch a fait une mise au point concernant l'ethnie, exactement comme pour Pierre Messmer. Pour vous, c'est comme si elle n'avait rien dit. Donc, acte, vous en discuterez peut-être après elle. Mais faites attention, cher monsieur, au concept que vous maniez avec beaucoup d'approximations, pour rester poli. Et quant à l'Afrique, elle vient de loin, elle est vaste et elle nous succédera. Nous en sommes tous conscients ici. Voilà, je voulais faire cette petite mise au point. Bien sûr. Et je vais aussi vous conseiller une petite chose, puisque vous représentez SOS Racisme. Par rapport à l'histoire de France, nous avons... Moi, j'ai été témoin de la naissance de SOS Racisme. Et ce qui était intéressant, allez voir peut-être le film La Marche, hein, et vous allez peut-être comprendre qu'à la naissance de SOS Racisme, comme par hasard, ce qui était à l'initiative, en fait, de la première prise de conscience des luttes pour l'égalité dans ce pays
n'ont pas fait partie du premier cercle d'SOS Racisme. Et curieusement, 30 ans après, presque tous les dirigeants d'SOS Racisme sont membres du Parti socialiste. Il faudrait peut-être commencer à vous poser des questions et vous poser aussi des questions sur la validité de cette association, parce que moi j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de choses que vous devez déjà commencer à comprendre par rapport à l'histoire même du mouvement que vous défendez. N'allons pas trop, notre débat aujourd'hui ne porte pas sur SOS Racisme. Merci Jean-Marie. Oui. Bonsoir. Moi, ce qui me choque un peu, c'est que déjà dans ma famille, parce que l'un des personnages de ce livre, qui est Ruben Oumniobé, c'est un grand-père à moi. Direct, c'est très bien, mais je connais très bien son fils qui, je trouve déjà, il n'a jamais parlé de ça. Bon, d'accord, je sais très bien qu'il était à peine né au moment de la mort de son papa. Mais moi, quasiment tous les membres de ma famille, à qui, peut-être aujourd'hui, si j'avais été... si mes recherches d'aujourd'hui, quand j'étais plus jeune, m'avaient poussé à poser ces questions, je les aurais faites, mais j'ai jamais eu de réponse. Et quand j'arrive dans une salle comme ça, je me rends compte que des gens de mon pays ne sont même pas là. Enfin, quelques-uns. Je me rends compte qu'il y a un problème. Et moi, quand je suis au Cameroun, je dis aux gens, mais est-ce que vous connaissez telle personne? Je dis, on n'a pas besoin de ça. Nous, ce qu'on veut, c'est parler des choses concrètes de la vie de tous les jours. Ce qui s'est pas. Je me dis, il y a un problème. Tout à l'heure, le monsieur disait, la presse, c'est un peu comme, je sais pas, un champ de choux, où chacun raconte ce qu'il veut. Est-ce qu'il n'y a pas une autre façon plus appropriée de véhiculer ce message? Parce que au Cameroun, moi, dans mon entourage, c'est des gens qui lisent presque pas. Ils lisent pas, et quand le débat arrive à la télé, pour le peu qui arrive à la télé, les gens sont pas au rendez-vous. Et moi, ça me chagrine beaucoup, vraiment. Manuel? Oui, la difficulté aussi pour parler de cette histoire au Cameroun aussi, c'est qu'on a dit beaucoup de choses sur cette histoire, parfois avec de très bonnes intentions pour dénoncer la guerre de la France, mais parfois on a dit des choses qui étaient un peu soit exagérées, soit fausses. Et nous, quand on a commencé notre travail avec Jacob et Thomas, c'était justement parce qu'on avait cette espèce d'ensemble d'affirmations, parfois qui semblaient très justes, parfois un peu farfelues. On avait du mal à voir qu'est-ce qui était vrai, qu'est-ce qui était faux. Donc il y avait des travaux d'Achille Mbembe qui étaient très sérieux, mais qui étaient incomplets, comme tous les travaux. Et puis il y avait des militants sur Internet qui dénonçaient la France, qui avait commis un génocide, qui avait tué 2 millions de personnes, ce qui était objectivement impossible, quoi. C'est-à-dire que nous, on estime qu'il y a eu peut-être 100 000, 200 000 morts, pas 1 million, 2 millions. Il n'y a pas eu non plus un génocide. Et parfois, il y avait des témoignages qui ont beaucoup circulé, où on parlait de la destruction d'un village qui n'existait pas. C'est un nom qui n'existait pas, donc qui avait été inventé par quelqu'un, croyant peut-être bien faire. Et au final, ça crée des sortes de vérités un peu parallèles, où on n'arrive pas à s'appuyer sur des choses réelles, concrètes, prouvées, et dont on peut débattre. C'est pour ça qu'on a passé beaucoup de temps à aller voir les archives, comme font les historiens, pour s'appuyer sur des choses précises, qui sont contestables aussi. Mais on se heurte beaucoup dans les débats à des semi-témoignages plus ou moins vrais qui brouillent beaucoup le message. Et je pense que ça fait un peu le jeu quand même des gens qui ne veulent pas parler de cette histoire et du pouvoir camerounais, d'avoir des publications un peu farfelues partout. Et donc je rebondissais là-dessus pour dire que le débat n'est pas simple, pas uniquement parce qu'on se heurte à une censure absolue, mais aussi parce qu'en face, il y a des discours qui ne sont pas toujours très sérieux, très argumentés. Et donc c'est pour ça que les historiens ont un rôle très important à jouer. Nous, Thomas et moi, on est des modestes journalistes, et Jacob est vraiment historien. Mais voilà, il y a un travail à faire, et la responsabilité première quand même de ce fatras de vérité, de demi-mensonge, c'est quand même les autorités françaises qui ne mettent pas à disposition toutes leurs archives. Nous, on en a consulté pas mal, mais ça a mis aussi beaucoup de temps, et c'est pour ça que des historiens très connus comme Achille Mbembe, ou Richard Joseph, ou Jean-François Bayard ont fait des travaux intéressants, mais extrêmement incomplets, parce qu'ils n'avaient pas accès à toutes les archives. Et non seulement elles sont parfois censurées, mais aussi c'est extrêmement difficile pour des jeunes historiens camerounais d'y avoir accès, parce qu'elles sont en France, tout simplement. Et que l'état des archives au Cameroun, c'est absolument désastreux, lamentable. Ce sont des feuilles de papier dans des salles qui volent au vent et qu'on retrouve dans la rue. Enfin, il y a vraiment toute une mémoire qui est en train de s'effilocher au Cameroun.
Et si la France voulait faire quelque chose, parce que François Hollande, je pense que n'est ni pour ni contre, bien au contraire, je pense qu'il s'en fiche totalement, mais s'il voulait faire quelque chose pour à la fois non seulement reconnaître cet épisode, mais en plus essayer d'œuvrer à la vérité, il pourrait, ce serait une coopération intelligente, financer des thèses, financer des voyages d'étudiants camerounais en France pour avoir accès aux archives, voire aider les Camerounais, si le pouvoir camerounais en avait envie, à conserver eux-mêmes leurs archives, parce que c'est important qu'il y ait des archives camerounaises au Cameroun. Et aujourd'hui, là, c'est vraiment les dernières années qu'on vit, où des étudiants, des historiens peuvent avoir accès à ces archives-là, parce qu'elles disparaissent à une vitesse phénoménale. J'ai oublié de vous dire bravo, parce que c'est pas simple de porter ça, et c'est pas parce qu'on fait partie de la famille de Oumniobé qu'on est en mesure de regarder ça au passage. C'est une histoire qui est quand même assez lourde. Donc bravo à vous, parce que la démarche est pas courageuse, mais elle est à saluer en tous les cas. Est-ce que tu voulais rajouter un mot où on rend la parole? Je ne sais pas s'il y a des questions encore. Tu voulais rajouter un mot à l'attention du jeune homme? Mais disons qu'à travers le cinéma, à travers l'audiovisuel, on essaie d'apporter des éléments, mais on ne peut pas tout apporter. Mais le problème aussi, c'est que le grand problème, c'est que de plus en plus, les formations de cinéastes africains sont souvent faites par des gens qui sont financés par la France et par l'Europe souvent. Et c'est un peu comme s'il y avait une forme de formatage en fait qui se faisait. Donc des gens indépendants, penseurs, des électrons libres comme nous, et même quand on regarde l'histoire des 50 premières années du cinéma africain, c'est comme si on essayait d'enterrer tout ça pour dire mais maintenant il faut faire un cinéma universel, un cinéma... Et donc même s'intéresser à l'histoire, au patrimoine, on n'a pas accès aux télévisions. Donc s'il n'y a pas accès aux télévisions, il n'y a pas de financement. Donc on finit par se retrouver dans une espèce de résistance comme ça où il faudrait bien que les images sortent. Des jeunes avec peut-être une caméra, on va essayer de faire des petites choses, mais on ne pourra pas aller aussi profondément, aussi loin pour faire de grands films sur les héros de manière à ce que les gens aient cette conscience. Et en même temps, moi, je me dis, moi, j'ai le sentiment que c'est pas que je sois très critique. Peut-être que je suis critique vis-à-vis du pouvoir du Parti socialiste, mais j'ai le sentiment que les interventions françaises en Afrique aujourd'hui sont encore pires que... C'est comme s'il y avait une continuité. Et j'ai pas le sentiment que même Hollande, ils ont intérêt à ce que les historiens ressortent toutes ces histoires. Et donc, le laisser faire, le laisser aller, fait tout à fait partie de cette politique de l'oubli. Il faut laisser que ces choses disparaissent. Et bon, si par des résistances, on arrive à sauvegarder des choses, mais je ne pense pas que le pouvoir officiellement va aider qui que ce soit ici ou au Cameroun. On est dans une lutte où on est vraiment... Je ne sais pas où il faut trouver les moyens, comment arriver à sensibiliser les gens pour que les gens prennent ça en compte. Au Cameroun, c'est dramatique. À l'ouest, par exemple, les archives sont en train de disparaître complètement. Il pleuvait, les archives papier étaient toutes en train de partir. C'est vraiment un combat presque. On ne sait pas comment faire pour arriver à intéresser les gens à la sauvegarde de tous ces éléments. Et au niveau de l'éducation, bon, maintenant, comment dans les écoles amener cette partie de l'histoire, c'est un chantier qui est énorme. Et je ne sais pas quoi vous dire, mais bon, c'est... Oui, Juan, tu demandais la parole. Oui, d'abord, je voulais vous remercier pour vos deux films. Et sur ce poids du silence, à travers des histoires familiales aussi, que vous racontez de façon différente, j'ai essayé de comprendre un petit peu la douleur qu'ont provoqué ces films chez moi. Une douleur différente. D'abord, la douleur de ne pas savoir et de découvrir à travers un film une histoire qui m'est contemporaine. J'ai 53 ans, donc ça, on pourrait en parler. Et la deuxième, vos films familiaux m'ont ramené à mon histoire familiale très rapidement. Une histoire assez classique de Français blancs de ma génération. Un père militaire, 2 ans en Indochine, des oncles militaires, 4 ans en Algérie. Rien. Un silence total de la part de ces personnes. Donc, c'est pas pour faire une équivalence du tout. C'est pour aussi vous demander des conseils différents d'historiens, d'artistes, de réalisateurs, d'écrivains, de journalistes, de comment nous pouvons adresser notre silence qui est mortifère, qui est profond, qui aussi nous amène aujourd'hui à être dans une salle et
et essayer de trouver des moyens de briser le silence. Mais voilà, j'ai un peu essayé avec mon père. Il m'a parlé un petit peu, mais ça a pris 50 ans de mon existence pour avoir des éléments très factuels. Mais ce silence me faisait dire, est-ce qu'il y a une honte? Est-ce qu'il y a une assurance tellement totale de ce que cette génération a fait que c'est même pas la peine d'en parler? Mais reste quand même quelque part le silence qui permet les constructions fantasmatiques qu'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, c'était un constat, mais aussi peut-être des conseils, comment adresser nous notre histoire de colonisateurs à l'intérieur de nos familles ou de manière plus large. Alors, Juan, je te remercie pour cette question qui va me permettre de sortir un peu de ma cachette, parce que ta douleur rejoint la mienne et ton questionnement rejoint le mien, parce que je n'ai toujours pas totalement compris pourquoi ces films me font tant pleurer. À travers ta question, j'entrevois peut-être un début de réponse, mais ils me font systématiquement pleurer. Des scènes entières qui sont douloureuses, mais elles viennent d'où cette douleur? Moi, je ne porte pas tout à fait la participation à la guerre par mon père, par mes grands-parents, je ne sais pas. Donc je serais bien mal avisé de te répondre, d'autant que je ne comprends pas ma douleur. Mais comme tu as interpellé nos deux cinéastes, à part cette incise qui me permet de dire publiquement, et à toi en particulier, combien j'ai mal aussi, je vais d'abord donner la parole à Franck pour qu'il te réponde peut-être. J'ai pas de réponse. La seule chose que je peux vous dire, j'ai souvent rencontré des gens qui ne pouvaient pas parler. Et ça, c'est un phénomène. Dès que les douleurs sont... Plus que les douleurs sont grandes, moins on peut parler. Par exemple, j'ai rencontré des gens qui étaient dans des camps en Allemagne. Il y avait des gens qui ne pouvaient jamais parler. J'ai rencontré des gens qui étaient torturés en Argentine dans les années 70. J'ai un ami intime, un journaliste aussi maintenant, qui a passé 18 mois dans un camp de concentration, comme les Argentins disent. Et il y avait 5000 assassinés dans ce camp. Il n'est pas capable d'en parler. La seule chose qui, des fois, peut aider, je viens de finir un film sur un dirigeant de Fiat France qui était enlevé il y a 40 ans ici à Paris pendant 3 mois, enfermé dans une cave, et il n'arrivait jamais à parler. Il a 93 ans maintenant. Et il y a 6-7 ans, il commence à parler et il ne voulait pas nous parler. Il a fait une interview avec nous et après c'est lui qui est venu vers nous. Il a dit ça m'a fait un tel bien. Il nous a dit plus qu'à sa famille. Et si j'ai bien compris, c'est qu'il avait toujours peur qu'on le comprenne mal, qu'on le juge. Donc j'ai l'impression, si on arrive, il faut aussi comprendre. Même si on ne partage pas les idées des personnes, il ne faut pas condamner les gens. Tout le monde a une raison de faire ceci ou autre chose. Ce que des fois nous on dit c'est un terroriste, pour l'autre c'est un héros. Et si on dit les attentats souvent, c'est l'État qui dit que c'est des terroristes. Mais combien de fois l'État est le terroriste? Et si on va vers les gens, il faut se mettre dans leur peau, je crois. Sinon, si vous allez avec des questions qui sont des accusations, ça c'est une clé à fermer la porte. Mais je n'ai pas de conseils à donner, je peux seulement dire ce que j'ai vécu avec des personnes qui ont eu... C'est un phénomène malheureusement en fait très répandu dans l'histoire, la difficulté d'écrire l'histoire ou de parler ou de donner des sources quand on est trop personnellement concerné, et ça peut durer plusieurs générations. Et les meilleurs historiens qui donnent le déclic et qui disent si, il faut en parler, ça y est, il faut le faire, ben, ce sont des extérieurs. Alors il y a des exemples fameux et qui sont effectivement très clairs. Les historiens français ne faisaient pas l'histoire de Vichy. Ça n'existait pas.
il y a eu une espèce de révolution quand Robert Paxton, professeur à Columbia University, américain, qui n'avait pas eu que la communication des archives françaises qui étaient bloquées, a fait l'histoire de Vichy avec les archives allemandes. C'est paru, si je ne me trompe, en 1972, c'est-à-dire quand même une génération après. La réaction des historiens, je parle, français, a été... Ils ont été horriblement vexés. Ils ont été absolument fous furieux que ce soit un Américain qui leur fasse une histoire que personne n'avait osé faire. Alors c'est très complexe. Pourquoi ils n'ont pas osé faire? Parce que leurs parents étaient d'un côté de l'autre, parce qu'ils avaient peur de choquer, parce qu'ils étaient un peu couards, etc., etc. Mais ça a fait démarrer la recherche. Et pour, je dirais, la France coloniale, c'est-à-dire la culture française profondément imprégnée de l'Empire français, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on l'a appelé l'Union française en 1946, c'est que tout le monde faisait partie de la plus grande France et que tout le monde y croyait. Les Français de France, mais aussi un certain nombre d'Africains qui ont cru, pas longtemps, hein, mais enfin ça a duré un moment. Et ça, c'est un héritage très lointain. Mais le premier qui en est parlé, ça a été traduit en français, c'est un historien américain, Herman Lebowitz. C'est paru dans les années 90, au début des années 2000, je crois. Non, dans les années 90, avant les années 2000, parce qu'en France, on a commencé à en parler dans les années 2000, que le fait que la culture française, c'était pas une culture de souche, pour parler comme l'autre, mais que c'était une culture extraordinairement métissée de partout et de façon très importante, évidemment, due à son histoire de l'Empire. Eh bien, Herman Lebowitz, ça a été traduit, ça a été publié chez Gallimard, ben, ça a eu tellement peu de succès, parce que ça, c'était beaucoup moins important que Vichy pour les Français de France, que Gallimard a refusé de traduire son livre suivant, qui est excellent. Aussi, et qui raconte très bien comment tout le personnel colonial français qui a été mis à pied en 1960 a été reconverti dans la fonction publique française, dans l'administration, dans la préfectorale, dans l'enseignement, etc. Et que donc l'histoire française contemporaine est imprégnée des méthodes coloniales aussi, d'une certaine façon. C'est encore un Américain. On peut, ou ça pourrait être un Japonais, ou non, mais c'est pas un Français qui l'a lancé. Après, ça a été étudié. Et la guerre d'Algérie, c'est aussi ça reste, c'est quand même plus... Non, c'est pas plus ancien, effectivement, c'est pareil. Ça reste tellement politique et idéologique. Et par conséquent, où les gouvernements, les politiques sont vraiment concernés, que ça devient très difficile et que les très bonnes publications qui existent, parce qu'il en existe, malgré tout, restent dans un cercle limité. Ça ne déborde pas. Et je terminerai pour reprendre votre interrogation pour l'histoire africaine. Alors l'histoire africaine, je l'ai reprise dans son ensemble depuis les origines et je me suis aperçu, parce que finalement c'est jamais enseigné, je me suis aperçu que la place de l'Afrique dans l'histoire du monde était très importante depuis le démarrage, puisque c'est là que les hommes sont nés d'abord. Mais que l'or au Moyen-Âge, ça venait d'Afrique, que la main-d'œuvre américaine, ça venait d'Afrique, c'est quand même important, c'était des esclaves. Mais enfin, s'ils n'avaient pas été là, il n'y aurait pas eu tout le mercantilisme fondé sur le sucre, que les matières premières, il y en avait plein qui venaient d'Afrique, que le pétrole, etc., ça vient d'Amérique, que l'histoire africaine et la place de l'Afrique dans l'histoire du monde et dans l'histoire de la construction du capitalisme occidental, elle était fondamentale. Ce n'était pas la seule, mais il y a plein de facteurs, dont le facteur histoire. Pourquoi personne n'en a jamais parlé? Moi, je n'arrive toujours pas à comprendre. Vous avez entendu, je vous invite à lire Catherine, qui a écrit des tas de livres, mais certains sont fondateurs sur l'histoire de l'Afrique. Jean-Marie? Moi, je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire comme réponse à ta question. Je te dirais, porte ta croix, mon ami. Hein. Nous, on porte la nôtre depuis toujours, donc...
Mais oui, c'est difficile. Les gens vous parlent par moment, ou alors ils ne parlent pas, et ça, un jour ils commencent à parler. Et puis comment les amener à parler, ça franchement, je ne sais pas. C'était pas forcément une question autour de la croix, qui était encore quelque chose d'autre, ou un fardeau. Autre débat. Non, c'était pour dire que ce silence, il est ici, oui, il est partagé. Absolument. Depuis, on est en train de parler de ça. Bien sûr. Et on n'a pas de solution, on n'a pas de conseil, parce que ce n'est pas comme si on était sorti de notre silence. Les propositions qu'on fait sont juste des propositions, des tentatives individuelles, des étincelles qui arrivent à un certain moment, et on les capte parce que ça arrive à ce moment. Mais le reste du temps, dans ce silence, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce qu'on peut pour sortir les histoires. Et je ne sais pas si on a des conseils à donner à qui que ce soit. Si on est conscient de cette histoire, on se documente, et par moments, on attrape des choses et on essaie de les retransmettre, quoi. Et je ne sais pas s'il y a une méthode, hein. Je ne crois pas. Oui, Pierre. Je voulais juste revenir un peu sur, et répondre un peu à monsieur. C'est cette question du silence qui pèse. Ça, c'est vraiment la base même du festival. Hein. C'est-à-dire que même le mot histoire coloniale, on a mis un mois à trouver le titre. Hein. Parce que même au sein de l'association, ça a été un débat. Style, il ne faut pas mettre colonial. Ah non, ça ne sera pas vendeur pour la presse, ça ne sera pas ceci, ça ne sera pas cela. On a mis un mois. Rien que, dès qu'on parle du festival, histoire coloniale, histoire commune, crispation, les gens tremblent de partout. On a fait toutes les associations du 18e. Je crois que c'est Paris, le 18e, et l'arrondissement, il y a le plus d'associations africaines. Regardez. On a fait tous les lycées. On a fait la presse, on est soutenu par la presse. Le sujet n'intéresse pas. François, qui nous a soutenu l'année dernière, cette année, nous dit voilà, Audimat, machin, cette année, il faut des grands festivals. On a TV5 Monde comme grande télé, c'est tout. Comment faire? On travaille aussi dans les écoles. En ce moment, on travaille avec... Oui, c'est bien, Isabelle. En ce moment, c'est le film qu'on tourne dans les lycées. C'est Juan Gelas qui est réalisateur. Il a réalisé un film Noir de France, que je vous invite aussi à découvrir. On tourne dans les maisons de quartier, avec des débats. La semaine dernière, on était encore au Courtilière, on était à Saint-Denis. On va dans les lycées. On a fait une résidence avec une écrivaine sénégalaise qui est programmée, Ken Bougoul, avec les lycéens. Ils hallucinaient. Cette dame de 70 ans, pleine de peps et tout, qui arrive, qui commence à raconter. Enfin, voilà. C'est-à-dire, c'est à nous aussi d'inventer. Parce que, par exemple, ces films, je me suis dit, mais il faut les montrer, ces films. Alors, c'est à chacun, après, de trouver les formes. Nous, on a intitulé, on a trouvé festival. C'est peut-être pas le mot approprié. Peut-être qu'il faudrait mettre rencontre, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est à nous aussi d'inventer, de trouver des formes, d'inviter les gens. Enfin, voilà. Il n'y a pas de... Mais c'est compliqué. C'est compliqué parce que avec toute l'énergie qu'on met, on s'attendait qu'il n'y a même pas 100 personnes. Mais c'est pas grave. Même s'il n'y a que 2 personnes, c'est pas grave, on fait le festival quand même. Hein. Voilà, c'est vous dire que c'est hyper compliqué. Voilà, on essaye de faire ce qu'on peut, quoi. Voilà. Et oui, ça rejoint un peu... Bravo. Me dit Jean-Marie, ce sera peut-être le mot de la fin. Mais je voulais quand même dire que ça rejoint les préoccupations de notre ami, importantes. Y a-t-il encore des questions, des interventions, des remarques dans la salle? Non. Eh bien, ce sera en effet le mot de la fin. Et avant que Pierre ne conclue, je voulais leur dire merci à tous les 4. Et finir en disant que, contrairement à ce que je fais habituellement, j'étais obligé de m'engager un peu plus. Si ça en a choqué certains, pardon. Je m'en excuse d'avance auprès d'eux. Ça n'était pas le but. Mais les enjeux, s'ils sont importants, nous avons essayé d'être à la hauteur de ces combats que vous avez vus, de ces hommes.
je ne fais aucune comparaison. Je suis loin, très très loin d'Ernest Ouandjé. Mais quand même, nous essayons d'être dignes de ces hommes-là. Et donc, sans se prendre au sérieux, on a essayé de répondre sérieusement à quelques questions, ou en tout cas, je les ai amenés à essayer de répondre à quelques questions. Voilà, je voulais finir là-dessus. Par moment, il faut savoir aussi prendre ses responsabilités. J'espère l'avoir fait sans trop d'excès.